Alors, docteur Reliquet, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler du tome 3 de vos chroniques de médecine contestataire, qui sont un succès, hein, à tel point que maintenant on voit les gens qui achètent d'un coup le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et j'en profite pour annoncer d'ailleurs qu'on va sortir bientôt un tome 4 qui est en préparation. Alors, ce sont des livres absolument géniaux, qui sont bourrés d'anecdotes médicales, de faits historiques tous plus croustillants les uns que les autres, et surtout ce sont des livres qui donnent des clés de santé fondamentales, qui vont souvent à rebours de ce qu'on pense savoir sur le traitement de telle ou telle maladie. Mais évidemment, ces clés de santé, vous ne les sortez pas de votre chapeau, ni je crois de vos souvenirs de la faculté de médecine. Ces clés de santé, ce sont le fruit de votre pratique, mais aussi de recherches phénoménales que vous avez menées. Ce sont parfois des traitements anciens, mais qui ont été oubliés ou bien enterrés pour des raisons bassement commerciales par Big Pharma, ou bien ce sont des découvertes récentes qui gagnent à être connues. Docteur Reliquet, on ne vous présente plus, mais on va quand même le faire, car il y a encore des personnes qui ont le mauvais goût de ne pas savoir qui vous êtes, et surtout le bien que vous faites à la médecine et à vos patients. Puisque vous êtes médecin généraliste, vous exercez la médecine générale et l'hydrotomie depuis plus de 20 ans en France, dans le Nord, à Tourcoing précisément. Vous êtes membre du comité médical de l'Association internationale de médecine scientifique indépendante et bienveillante, l'AMSIB pour les intimes. Vous luttez activement contre toute interférence mercantile des firmes pharmaceutiques dans votre pratique quotidienne. Et l'une de vos priorités, on peut le dire, c'est la déprescription médicamenteuse. Alors, évidemment, avec toutes ces qualités, vous êtes un peu comme un caillou dans la chaussure de Big Pharma et de ses sbires anti-science. J'ai nommé l'Ordre des médecins. Cette organisation vous a en effet dans le collimateur. C'est rien de le dire puisque vous subissez depuis des mois un véritable harcèlement administratif et judiciaire. Et aux dernières nouvelles, malheureusement, vous étiez sur le point d'être radié de l'ordre et sous la menace d'une sanction pécuniaire avoisinant les 200 000 euros. Parce que c'est bien connu, vous êtes un charlatan qui soigne et qui guérit tellement bien ses patients que jamais un seul ne s'est plaint de vous. Précisons que vos patients viennent souvent de l'autre bout de la France pour profiter de vos soins, voire même de l'étranger. Alors, docteur Reliquet, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce tome 3, pouvez-vous nous dire où vous en êtes avec l'ordre des médecins? Est-ce que votre situation a évolué? Bonjour Pierre, j'aime beaucoup ton petit fond vert là, c'est très frais, c'est très chlorophyllé, bravo. Bon, maintenant, parlons de ma vie et de ma carrière. 2 minutes, il n'y a pas grand-chose de très neuf. Je suis toujours sous le coude d'une interdiction d'exercice de 3 ans avec un ferme, puisque ça a été ma première condamnation en appel, simplement parce que je soigne sans discontinuer depuis plus de 10 ans des patients avec des sérums marins enfin multiséculaire, hein, qui date de plus de 120 ans, avec des résultats évidemment absolument parfaits, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Je vois pas pourquoi je me serais amusé à me forcer à travailler sur un produit sans effet ou qui pourrait entraîner des effets indésirables particuliers. Donc ces attaques sont absolument insensées. J'ai largement autre chose à faire qu'à vouloir essayer de mystifier la communauté médicale ou mes patients avec une technique foireuse. C'est complètement débile. Bon. Donc, si je m'y accroche, si je ne l'interromps pas et si je continue contre vent et marée, malgré une rafale absolument incroyable d'amendes financières toutes plus délirantes les unes que les autres, c'est parce que je veux que l'on accepte que ces techniques doivent être sorties de l'oubli et qu'elles doivent être utilisées tous les jours, pas seulement pour les quelques extrêmes chanceux qui viennent me voir et qui sortent guéris de hernie discale ou de pathologie arthrosique sévère. Je veux que l'ensemble de mes confrères, je veux que dans le monde entier, on utilise des produits de très bonne qualité, évidemment, hein, c'est toujours pareil. Hein. On ne fait pas de la bonne cuisine avec de la viande avariée. Si on a des produits de mauvaise qualité, on aura des résultats très mauvais. Mais avec des bons produits qui se trouvent très facilement, on a des résultats absolument incomparables. Encore une fois, il y aurait une solution pour obtenir le même résultat avec des produits industriels chers. Je dirais, bah, d'accord, faisons-le comme ça parce que l'évolution a fait que.
Il n'y a rien qui arrive à la cheville des résultats cliniques des sérums marins dans l'arthrose et l'hernie discale. Rien. Donc, on ne peut pas éliminer ces produits, car si les patients n'ont pas ces produits-là, c'est tout simple, ces patients restent dans la douleur. La plupart, malgré les infiltrations, la rééducation, le discogel, tout ça, et la chirurgie, qui bien souvent se termine encore chez moi, parce que les gens rechutent très vite. Donc voilà. Donc on va arrêter là la partie hydrotomie. C'est effectivement quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai deux métiers en fait, hein. J'ai quasiment 50% de mon temps auprès de mes patients pour l'hydrotomie, et puis aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens qui viennent me voir en micronutrition. Et puis après, j'ai 50% de mon temps dans l'étude des articles de chroniques de médecine contestataire. Voilà. Ok. Mais effectivement, vous avez parlé de l'hydrotomie la dernière fois, et vous y êtes venu d'abord pour vous-même, parce qu'un jour, vous Oui, avez entendu parler de cette technique, ça a tellement bien marché sur vous que votre fils en a profité aussi, toute votre famille, votre entourage. oui. C'est comme ça que vous êtes venu, et par pragmatisme, en fait, ça a marché, donc vous avez voulu en faire C'est-à-dire qu'en plus, j'ai profiter. rencontré un Parisien, il lui est arrivé la même chose, mais lui, il était sous morphine. Il était phlébologue à Paris, il s'appelait François Épineuse. Il était incapable de travailler sauf à s'administrer de la morphine 2 à 3 fois par jour. Ouais. Et puis un jour, on lui a dit, bon, tu sais, les sérums marins, c'est comme ça que ça marchait à l'Hôtel Dieu à Paris. Et il s'est fait des perfs, il s'est arrêté la morphine, et puis il a guéri, et puis il est devenu le phlébologue qui voyait le plus de lombalgiques du monde. Bon. Eh ben, j'ai fait exactement la même chose que ce pauvre monsieur qui a fait un AVC ultra sévère à un moment donné dans sa vie, mais qui a eu qui avait une aura énorme à Paris dans les années 90. Donc Hmm. voilà, on n'a juste pas le choix, c'est le destin. Le destin a choisi de m'affubler de lombalgie horrible. J'étais prêt à me faire opérer. J'ai rencontré Épineuse, j'ai fait des sérums marins, j'ai guéri en 6 semaines. Je suis allé courir autour du pâté de maison sous la pluie, tellement j'étais content. Mais voilà, c'est la vie. Alors, rentrons dans le vif du sujet du tome 3. Le premier chapitre est consacré à l'hypothyroïdie. Et vous dites que c'était mieux avant. Vous expliquez que les traitements anciens de l'hypothyroïdie donnaient parfois de meilleurs résultats que les molécules actuelles. Alors, est-ce qu'on a scientifiquement oublié, entre guillemets, quelque chose qui marchait vraiment, ou est-ce qu'on a juste sacrifié l'efficacité au profit du business? Je crois qu'on a fait les deux. On a fait au plus simple, et derrière, les industriels sont arrivés et se sont aperçus que les médecins avaient plus tellement envie de réfléchir et que c'était plus simple de leur donner un truc, une marche à suivre en une phrase. En Hmm. fait, on a essayé d'expliquer aux médecins qu'il y avait le thyroïdie, qui est l'état où les gens ont une fonction thyroïdienne normale. E, c'est EU. Ensuite, il y a l'hypothyroïdie quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, et qu'il y a l'hyperthyroïdie quand elle fonctionne trop, et que c'était très simple, parce qu'il y avait trois lettres qui vont tout expliquer. La TSH, la thyroïde stimuline hormone, qui est une hormone qui n'est même pas une hormone thyroïdienne, enfin ça ne les dérange pas. Quand elle est à l'équilibre, les gens sont bien, donc ils doivent aller bien. Donc c'est entre 0,4 et 4 de TSH. Quand on est en dessous de 0,4, on est en hyperthyroïdie. Quand on est au-dessus de 4, on est en hypothyroïdie. Donc on leur a dit, c'est simple, vous faites la TSH. Si la TSH n'est pas dans l'axe 0,4 à 4, vous avez des gens qui sont malades. Hypo ou hyper. C'est totalement débile. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir des gens avec une TSH dans les normes acceptées aujourd'hui, 0,4 à 4, super malades, pas du tout à l'objectif, mais avec des médecins qui vont dire mordicus, bah, si vous n'allez pas bien, c'est de votre faute parce que moi j'ai fait mon travail, parce que moi je vous ai mis entre 0,4 et 4 de TSH, donc c'est pas votre thyroïde qui fonctionne mal, c'est vous qui êtes pas très bien fini. Voilà. Mais ça, on l'a entendu, mais 1 milliard de fois. Surtout qu'en général, comme c'est des femmes qui sont malades, on leur dit que c'est un peu dans leur tête. Parce qu'elles sont nerveuses, parce qu'elles ont leur cycle, parce qu'elles ne savent pas gérer le stress professionnel. Toutes les phallocraties débiles, elles ressortent encore plus facilement. Quand c'est un mec qui fait 2,10 m et 140 kilos, comme par hasard, c'est dans votre tête, c'est parce que vous ne savez pas supporter le stress, ça ne sort pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Bon. Mm. Donc, euthyroïdie, quand on dit vous êtes dans la norme, donc ça doit aller bien, c'est déjà complètement faux. Et on l'a vu à l'époque avec quand on a eu nouveau l'évothyrox, quand il y a eu cette affaire du lévothyrox, quand ils ont changé une molécule pour une autre, il y a eu un cortège de femmes, par centaines de milliers, qui se sont trouvées super mal. Bon, elles avaient toujours des TSH à peu près dans les normes, mais encore plus mal qu'avant. Et puis après, on dit, ah bah, les nanas qui sont en dessous de 0,4, c'est qu'elles sont en hyperthyroïdie. Certaines ne sont pas du tout en hyperthyroïdie clinique. Il y a qu'à les examiner, il y a qu'à les interroger, puis on s'aperçoit qu'elles sont vachement contentes et que tout va bien. Donc, on n'a pas à toucher à des gens qui vont bien. Et puis alors, dans l'autre côté du spectre, les TSH élevés, eh ben, pareil, oh, vous êtes en hypothyroïdie, il faut que je vous donne des hormones thyroïdiennes. Et les gens disent, pourquoi faire? Je me sens vachement bien. Mais la TSH, c'est parfois à 30, hein. Moi, mon record, c'est 250 Ah ouais. avec quelqu'un qui dit, mais moi, je me sens super bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise tous? Bon, c'est rare, 250, j'avoue. Mais voilà, bon. Il faut être clinique à une époque. Pourquoi j'ai dit c'était mieux avant? Parce qu'avant, on n'avait pas la TSH et les médecins, ils se cassaient le tronc à essayer d'avoir un diagnostic clinique qui tenait la route. Soit mon patient est content de sa vie, j'y touche pas. Mm. Soit mon patient n'est pas content de sa vie, j'essaye de savoir s'il est dans le champ de l'hypo ou de l'hyper, ou si c'est peut-être une autre chose qui ne va pas. Parce que si j'ai trop de symptômes qui ne correspondent pas à la lignée thyroïdienne, il a peut-être autre chose, une maladie surrénalienne, cardiaque, rénale, hépatique, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Donc, mais encore une fois, l'essence même Mm. de l'examen de quelqu'un qui est susceptible d'être malade de la thyroïde, c'est d'abord et avant tout, et outre l'examen clinique, la première chose dans l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Et aujourd'hui, on n'interroge plus les gens, et ça, c'est une honte absolue. Parce que ceux Mm. qui ont des choses à dire, on les écoute, et comme par hasard, le diagnostic, il sort tout seul. Mm. Alors justement, docteur, j'ai mal à l'estomac. Non, je vous rassure, j'ai pas mal, c'est le titre de votre deuxième chapitre, et dans lequel vous dites que nos fameux maux de ventre sont souvent liés à des causes structurelles plutôt qu'au simple stress ou à une Ouais, alors, acidité. Oui. les maux de ventre, bon, tube digestif, c'est ultra vaste, hein. Donc, pour l'instant, j'ai sorti deux articles et demi pour segmenter quand même les douleurs abdominales. J'ai mal à l'estomac et j'ai mal au ventre, j'ai mal au reste du tube digestif. Donc, je crois que j'ai mal au ventre, il est déjà sorti, je crois dans tome 2 avec comment, le grand rocker américain de départ. Enfin bref. Là, je parle de l'estomac et c'est vachement intéressant parce que c'est toute l'histoire de ce que les hommes bouffent depuis qu'ils mangent. Voilà. Et depuis qu'on a commencé à essayer de conserver les aliments. C'est ça le plus intéressant. C'est qu'au début, on s'est foutu l'estomac en l'air parce qu'on a mis. On n'avait pas le choix déjà, il faut bien comprendre, hein. On a commencé à essayer de conserver les aliments. D'abord, on les a conservés dans du sel. Donc, un aliment desséché dans le sel, s'il est mal dessalé, l'estomac, il prend une joute, hein. Ensuite, on peut les mettre dans le sucre, on peut les mettre dans l'alcool, on peut les introduire dans tout ce qu'on veut, puis après, on peut les mettre dans le froid, là, ça va, et puis on peut ensuite les mettre en conserve. Et puis là, parfois, ça va pas. On a bien vu qu'il y a des conserves qui peuvent être gravissimes sur le plan des intoxications des gens qui vont bouffer des trucs pareils. Et puis derrière, évidemment, il y a toutes les maladies qui sont inhérentes à l'estomac. Donc la gastrite et l'ulcère. Et bah, il y a énorme. Alors évidemment, j'ai mal. J'ai mal, arrive immédiatement le médecin qui dit j'ai le médicament. Et puis alors là, depuis 1900, on s'arrache les cheveux parce qu'on s'aperçoit que les gens ont avalé des trucs, mais absolument sidérants, pour se soulager de leurs maux d'estomac. Voilà. Et puis aujourd'hui, on arrive, comme toujours, aux outrances industrielles, c'est-à-dire qu'on sort des médicaments qui sont de bonne qualité, mais comme on ne va pas gagner assez d'argent sur les indications étroites, ceux pour lesquels les médicaments sont parfaitement bien calibrés, on va se démerder pour que n'importe qui les prenne pour n'importe quoi, à n'importe quelle dose. Comme ça, on peut vendre à tout le monde et on se fait des fortunes astronomiques. Les médicaments ulcéreux sont les médicaments qui sont dans les plus vendus au monde.
Voilà, donc les sommes sont astronomiques. Et c'est ultra dangereux. Il faut tout savoir de tout ça. C'est une épopée industrielle et humaine absolument super intéressante. Alors ensuite, vous parlez du fait de se soigner par le froid. Vous rappelez Oui, notamment qu'on utilisait au XXe siècle, pardon, l'hivernothérapie pour sauver des patients qui étaient gravement brûlés ou infectés. Et oui. aujourd'hui, il semble que les vertus du froid commencent à être redécouvertes et même popularisées grâce par exemple à l'influenceuse santé qui s'appelle Elise Peters, qui est vraiment une apôtre des bains froids et même glacés. Et en tant que médecin généraliste, scientifique, cartésien, est-ce que vous pensez que tous ces gens adeptes des bains froids sont fous? Écoute, je viens de clôturer un article sur le nerf vague, sur la gestion des tas de pathologies liées justement à la maîtrise du nerf vague. Donc, je suis revenu à nouveau sur les. Donc là, c'est très frais. C'est un dossier que j'ai clôturé la semaine dernière. C'est très frais. Je suis revenu sur Iceman, Wim Hof, le fameux qui reste dans la glace 1h50 sans mourir, celui qui monte sur des sommets à plus de 7000 mètres en slip. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Non, non, c'est extrêmement sérieux, ces histoires-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous mettez n'importe qui dans une situation de froid intense, ça terminera très mal. Moi, j'ai retrouvé, pour l'article sur le nerf vague, j'ai retrouvé les témoignages d'époque des gens qui ont sauté du Titanic et qui sont tombés dans l'eau glacée de l'Atlantique Nord. Ils sont à peu près tous morts en 20 minutes. Voilà. Et l'eau était à peu près entre 0 et 5 degrés. Wim Hof dans une eau à moins de 0 degrés. Alors pourquoi à moins de 0 elle ne gèle pas? Parce qu'elle est salée. Donc le point de gélification est inférieur. Lui il reste 2 heures. Il reste 2 heures en slibard dans sa baignoire à moins 5. Et pendant ce temps-là, il vous tape une petite conversation, il vous parle de la pluie et du beau temps. Pendant ce temps-là, les autres sont morts depuis 1h20. Voilà, donc c'est des trucs absolument extraordinaires, mais encore une fois, n'est pas Wim Hof qui veut, et maîtriser son nerf vague, maîtriser sa fréquence cardiaque, maîtriser sa tension, sa vasoconstriction cutanée, etc., c'est tout un travail d'habitude. Et puis plus on avance dans la maîtrise du froid, alors évidemment, on ne fait pas n'importe quoi non plus, hein. On ne se met pas 2 heures dans une baignoire froide. Au début, on se fait couler de l'eau froide en fin de douche, et ça, je vous conseille de le faire parce que ça, c'est sans danger. Vous tournez le mélangeur sur eau froide et vous vous laissez couler de l'eau froide sur le visage et sur la nuque pendant 10 secondes. Vous allez voir, ça réveille, hein. Bon. Et puis au bout de 10 secondes, ben, peut-être que quelques temps plus tard, vous arriverez à 20 secondes, etc. Mais si vous commencez à avoir la peau complètement bleue, arrêtez, vous êtes allé bien trop loin. Il faut savoir faire ces trucs-là. Il y a des tutoriels très sérieux qui sont édités sur le net ou dans les livres de Wim Hof surtout, hein, et puis les livres de l'influenceuse dont tu as parlé. Ces gens-là utilisent le froid, mais font pas des conneries débiles, hein. Donc attention, je ne suis pas en train de prôner le n'importe quoi avec ni la chaleur, parce qu'on va y venir après, ni le froid, hein, faut pas exagérer. Par contre, les résultats sont extraordinaires. Alors, dans l'article, j'explique qu'on a été, nous les Français, à une époque, on a été les leaders mondiaux de l'hibernothérapie, c'est-à-dire qu'on mettait les gens à 15 degrés. On les mettait à 15 degrés, puis on les opérait du cerveau, parce que là, alors évidemment, cerveau électrocardiogramme complètement plat et électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire mort. Mort, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et puis après, on les réchauffe doucement, on leur met une petite joute pour que le cœur redémarre quand on passe les 35 degrés, et puis ils se réveillent, ils vont bien. Mais il faut voir les histoires, c'est absolument hallucinant. Et c'était quelque chose qu'on savait assez bien faire, nous les Français. Hmm. Oui, justement, vous parlez de la chaleur, mais oui, oui, on peut aussi soigner par la chaleur. Alors, on pense tout de suite à la bonne vieille bouillotte de notre grand-mère. En fait, elle avait tout compris. Peut-être sans le Oui. savoir, mais enfin, de manière empirique, elle avait tout compris, quoi. Alors, la bouillotte, tu peux te la mettre, tu peux te la mettre où tu veux, mais si tu te la mets sur le ventre après un repas, tu vas accélérer considérablement la facilité de la digestion. Et ça, c'est un scientifique russe qui s'appelait Salmanov,
qui était un gars absolument sidérant. Alors, je raconte quasiment toute la vie de Salmanov dans ce bouquin. Un gars qui a été obligé de quitter la Russie à toute vitesse. Et j'explique dans le livre pourquoi vous ne pouvez pas trouver, hein. Si vous ne lisez pas, vous comprenez, vous voyez pas vous pouvez pas trouver tout seul. Donc, il arrive en France après 1000 détours et il explique que première chose à faire pour utiliser la chaleur, faut digérer très vite, comme ça le foie fatigue moins. Donc une bouillotte sur le ventre après le repas et on dort. Sieste, une demi-heure. Vous sortez de là, votre sieste a été 10 fois plus réparatrice et la digestion elle est déjà aux trois quarts avancée. Donc vous voyez, c'est simple. Et puis après, alors là, Salmanov, lui, il va très très loin dans l'utilisation de la chaleur, mais à chaque fois avec des idées scientifiques qui sont tout à fait pointues. Et il a eu des résultats exceptionnels. Et comme par hasard, ces techniques qui étaient, mais qui ont fait fureur jusque dans les années 60, tout d'un coup ont disparu. Voilà. Tout d'un coup, on s'est mis à plus parler de Salmanov, de ces bains de térébenthine, de bain jaune, bain blanc ou bain mixte. Et aujourd'hui, quand on parle de ça à quelqu'un qui fait de la physio, il ouvre les yeux grands et en disant que c'est que ce truc, je ne suis pas au courant, ça ne doit pas exister. Bah si, on mettait les gens aux alentours de bains à 40, 41 degrés, et puis ensuite on les envoyait dans des serviettes chaudes, puis ensuite on les couchait dans un lit sec et on les laissait encore dormir parce que quand on s'est mis à 40 degrés, on est. Voilà. Mais on peut faire plein de trucs avec la chaleur, hein. Y compris soigner des cancers ultra graves. Interdit en France, la méthode, évidemment, hein. Totalement interdite. Charlatanisme. Ça m'étonne même que je n'ai pas été attaqué de cet article. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, ils vous proposent des techniques mixtes pour les gens qui ont des cancers. Ils font vitamine C, IV, interdit en France, plus chaleur. Voilà. Et on a des résultats qui sont absolument tangibles sur la rétrocession de cancers très graves. Hmm. Alors ensuite, vous parlez aussi d'expérience de mort imminente, mais qu'est-ce que ça va faire dans un livre de médecine? Vous êtes mystique, docteur Reliquet? Ouais, d'ailleurs, dès que tu as fini, j'irai à l'église. Non, non, mais bien sûr que non. Mais enfin, alors là, quand on veut se prétendre libre, eh ben, on se met aucun tabou. Si demain, je vous fais un truc sur les martiens, il ne faudra pas vous étonner, parce que moi, je n'ai pas de tabou, je m'en fous complètement. Moi, s'il y a de la science, s'il y a des gens sérieux qui travaillent un sujet et qui ont des choses à m'apprendre, moi, je prends direct. Et ces histoires d'état de mort imminente, moi, j'en avais absolument aucune idée avant d'avoir démarré. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, hein, de sortir cet article, mais il y a une science folle, publiée, référencée, internationale, avec comité de lecture, des articles parus dans des grandes revues, je ne vais pas dire lesquelles, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elles sont toutes, enfin bref, elles sont toutes plus ou moins perverties. Mais on peut sortir des articles sur de telles thématiques et publiés par les plus grandes revues internationales. Il n'y a aucun doute. Alors, Hmm. qu'est-ce que c'est que le MI? Ben, c'est pas compliqué. C'est des gens qui vous disent j'ai failli mourir. Et puis en fait, tout d'un coup, alors j'ai vu des trucs incroyables juste avant de mourir, ou alors je me suis soulevé de mon propre corps, je me suis vu par au-dessus, j'ai vu les personnes qui me parlaient, j'ai pu traverser un mur, j'ai pu aller voir 3 chambres plus loin qui se faisait opérer, et puis j'ai reconnu quelqu'un, et puis j'ai vu qu'il y avait mon parent qui était déjà dans le parking et qui arrivait, et puis ensuite j'ai cru que j'allais, et puis là j'ai vu un tunnel et machin, et puis j'ai entendu une musique extraordinaire. Et puis après, on m'a rappelé. Et puis je voulais pas revenir, mais on m'a dit c'est pas ton heure, tu retournes. Et après, il se retrouve dans son corps. Et là, il raconte. Mais le problème, c'est que quand vous avez un truc comme ça, vous vous dites bon, ouais, d'accord, eh ben, c'est bien. Et quand vous vous apercevez qu'au XIIe siècle, il y a déjà des premiers témoignages de gars qui racontent ça, c'est-à-dire qu'ils étaient quasi morts, ils ont été ramenés, et puis ils ont tous à peu près la même expérience de mort imminente. Vous vous dites, il se passe un truc. Alors après, on peut discuter 1000 ans. C'est c'est le cerveau qui est anoxié, c'est une hallucination, c'est un rêve, ou c'est un cauchemar, ou c'est je sais pas quoi. Bon, mais encore une fois, on a dit mort. Ça veut dire que c'est arrêt cardiaque et électroencéphalogramme plat. Ça veut dire que le cerveau n'est pas en état de fonctionner.
Donc, ça n'est pas le cerveau qui produit le MI. Et là, ça devient absolument étourdissant. Parce que si c'est pas le cerveau qui produit le MI, il vient où? Et ben voilà. Et c'est la fin de l'article, parce que là encore, il y a de la science. Là encore, on a des scientifiques exceptionnels qui ont pu avancer des théories pour nous expliquer. Voilà. Et ça débouche, cette histoire de MI débouche sur une conclusion possible qui est proprement sidérante et que je laisse à vos lecteurs le soin de découvrir, mais sidérante, mais scientifiquement étayée. Donc c'est un très bel article, je suis très fier de l'avoir écrit parce il amène quand même énormément d'espoir dans ce monde de brut. On confirme, on ne peut que confirmer. Vous signez aussi un très beau chapitre sur le cholestérol. Donc là, on se dit, quand on a lu votre article, qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser avec le beurre, quoi. Et qu'on fasse un grand procès collectif au labo. Oui, on s'est fait berner à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, encore une fois. Ils se sont bernés eux-mêmes, hein, ils n'ont pas été particulièrement plus brillants que nous. Mais nous, les Européens, on n'a strictement rien compris à l'arnaque. L'arnaque, elle a été publiée dans les années 2015-2020. Mais c'est pas pour ça qu'une fois que l'arnaque a été mise à jour et démontrée, la communauté médicale mondiale a cessé de couper dans ses balivernes de cholestérol qui tue. Non, parce que les firmes pharmaceutiques sont restées extrêmement puissantes avec leur vente de médicaments anti-cholestérol depuis 1950, mais à jet continu. C'est des milliards d'euros Hmm. qui pèsent sur les comptes sociaux de toutes les grandes démocraties, les médicaments anti-cholestérol. Tout le monde se fout de savoir si ça peut avoir des effets indésirables. Tout le monde se fout de l'idée que ça donne du diabète, que ça donne des démences, que ça donne des insuffisances rénales, que ça peut attaquer le foie. Tout le monde se fout du fait que ça déglingue complètement les tendons. Les gens qui font des ruptures tendineuses, les sportifs, ne comprennent pas pourquoi. Oh, j'ai pas eu de chance, je me suis trop entraîné. Ben non, c'est des médicaments anti-cholestérol. Les médecins ne le savent pas. Et puis surtout, les crampes. Des crampes à tout le monde. Allez, on va dire 50% des patients qui prennent des médicaments anti-cholestérol sont perclus de crampes, donc ils ne font pas de sport, alors que c'est ça qui les sauverait, c'est de faire du sport. Et ces médicaments anti-cholestérol, certes, font baisser le cholestérol, mais leur donnent du diabète et les empêchent de faire du sport. Tout ce qu'il ne faudrait pas chez un cardiaque. Voilà. Hmm. Alors maintenant, dans cet article, je pointe l'essentiel. Est-ce que quand on prend un médicament qui fait baisser le cholestérol, je fais augmenter ma durée de vie moyenne? C'est ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quand je prends un médicament anti-cholestérol, est-ce que je vais vivre plus longtemps? La réponse, elle est dans le livre sur une trentaine d'études internationales qui avaient été référencées au départ par Michel Delorgeril et puis dont j'ai complété la liste parce que son bouquin a déjà une dizaine d'années. Eh bien, la réponse, vous la verrez vous-même. Est-ce que quand je prends un médicament anti-cholestérol, je vis plus longtemps? La réponse, elle est dans le livre. Voilà. Qu'on vienne pas me dire, Olivier, il invente la science. La science, elle est dans un tableau. Hmm. C'est, vous avez le nom de l'essai clinique, vous avez la date de l'essai clinique, et vous avez la réponse par oui ou par non. Est-ce que ça augmente la durée de vie? Voilà. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à bouffer des trucs anti-cholestérol, quand vous verrez comment ça a été inventé en plus, je pense que ça vous sera bien profitable. La médecine fondée sur l'épreuve, c'est un autre de vos chapitres dans ce tome 3. Et vous posez la question de savoir si ça existe. Quand on a lu votre chapitre, on se demande si ce serait pas finalement cette fameuse evidence-based medicine, une fake news sponsorisée en fait. Ouais. Tu sais, à une époque, tiens, je vais t'en raconter une bonne. On m'a attaqué pour charlatanisme, la sécurité sociale de ma caisse de sécu plutôt, m'attaque pour charlatanisme. Ils ont fait un travail que je salue. Ils ont appelé 150 de mes patients au hasard et ils ont fait une enquête à la sécu. 150. Là-dessus, alors ça leur a pas plu le résultat, donc ils ont frappé le résultat de l'enquête d'un secret du service, parce qu'ils n'ont pas voulu dire que mes résultats étaient probablement positifs à plus de 90%. C'était pas ça qu'ils cherchaient, ils voulaient justement démontrer que mon truc servait à rien. Mais comme ils ne l'ont pas trouvé, voilà. Donc ils ont fait ça, ils étaient prêts à me condamner en utilisant l'étude, mais ils ont fait quoi?
150 malades. Si le ratio satisfait sur un non satisfait dépasse une certaine quantité, on pourra dire que c'est plus le hasard, d'accord? Et on n'a pas besoin de faire une étude sur 2500 centres et 100 000 malades, un truc à 50 millions d'euros. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une étude clinique à 250 centres, 100 000 malades? Et pour 100 millions d'euros, bah, tu ne peux pas te permettre de perdre la face. Il faut déjà que tu saches pertinemment pourquoi tu investis tout cet argent. Ça va être pour défendre un produit. Donc, tu vas tricher avant d'avoir commencé l'étude clinique. Tu vas l'avoir bidonné de partout pour être certain que ça sorte. Parce que sinon, tu vas te faire engueuler par ton boss. Hein, on va te filer 50 millions de dollars et toi, tu vas sortir un truc en disant ah bah, finalement, votre produit ne marche pas. Bah, tu fais ta caisse et puis tu rentres. Hein. Donc évidemment que les EBM ne servent qu'à enjoliver des arnaques phénoménales des firmes pharmaceutiques. Voilà. Donc on peut demander tout ce qu'on veut, double aveugle, et puis revu par les pairs. Tout est bidon de partout. À chaque fois que vous citez quelque chose, on va vous la bidonner. Le plus gros bidonnage, ça a évidemment été le plus récent. Hein. Ça a été l'affaire Pfizer avec les 95% d'efficacité. Où est-ce que vous avez vu 95% d'efficacité? Ils sont allés chercher à savoir si déjà vous faisiez des anticorps, d'accord? Et puis ensuite, ils se sont démerdés pour que les non-vaccinés aient beaucoup plus de Covid diagnostiqués que les vaccinés. C'est simple, il suffit de tricher à ce moment-là. Voilà. Et à partir de là, bah, vous sortez les chiffres que vous avez envie. Vous avez besoin de 95%, bah, on va tricher. On va tricher pour avoir 95. Voilà. Donc maintenant, on le sait parce qu'en plus, on a maintenant on a les chiffres réels qu'ils ont voulu masquer. Et on sait pertinemment qu'ils avaient plus de morts dans le camp des vaccinés que dans le camp des non-vaccinés dès la première étude. Dès la première étude. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire Pfizer s'est retrouvé à un moment donné très embêté parce que. Mais non, ils ont été dès le départ, ils ont triché comme des gros porcs, simplement parce qu'ils savaient très très bien où vous voulez aller. Voilà. Donc, Mhm. l'EBM, j'explique quand même que les gens comprennent. Il y a des, il y a des, il y a une hiérarchie de niveau de qualité d'études. Mais dans un monde de bisounours, bien sûr, il y a des études qui pourraient être extraordinaires, si c'est fait proprement. J'en cite une qui a été faite remarquablement, elle a démontré des choses géniales. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde de truands. Donc, ils truandent tout le temps. Donc, EBM ou pas EBM, de toute façon, on nous fait avaler que des conneries. Voilà. Alors, on va se consoler un petit peu, puisque vous avez écrit un très beau chapitre sur la musique et les bienfaits de la musique. Donc vous évoquez les effets thérapeutiques du son, jusqu'à comparer certaines musiques à des traitements médicaux. Est-ce qu'on doit prescrire Dr. Eliquet du Mozart et du Metallica sur ordonnance avec un remboursement de la Sécu? Vous pensez que ce serait possible, ça? Alors, Metallica, à part No Singles Matter, je pense que tu vas avoir du mal, à part si tu as mal aux dents, peut-être qu'elles tombent toutes seules. Non, non, mais bon, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand on regarde quelles sont les musiques qui sont les plus communément reconnues, non seulement par les espèces, mais entre les espèces, c'est Mozart. Ça sort à chaque fois. C'est-à-dire, Sapiens, il écoute Mozart, il va mieux. Mais interespèces, je viens de vous le dire, les vaches, vous leur faites écouter Mozart, elles sont plus calmes, elles digèrent plus vite et elles font plus de lait. Mhm. Interespèces, je vous cite aussi les végétaux. Et là, ça devient sidérant. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de moduler la pousse, la croissance des végétaux en fonction de certains programmes sonores qu'on peut leur admettre dans leur champ. À partir du moment où vous avez des protéodies qui sont diffusées à certaines plantes, vous n'avez plus besoin de leur donner de pesticides. C'est même aller beaucoup plus loin que ça, parce que la société Genodix nous raconte qu'à un moment donné, ils avaient des problèmes d'adduction d'eau dans un certain pays d'Afrique noire, où il y avait vraiment des problèmes pour arroser les plants de tomates. Eh bien, ils ont fait écouter à ces plants de tomates des protéodies qui coupent le gène de la soif.
Et la tomate, le tomatier, on cessait de crever. Et ils ont continué à faire des beaux fruits parce qu'ils avaient plus soif. Vous voyez un peu hein, le truc sidérant. Alors, ce qui est amusant dans cet article, c'est que je montre qu'on a pu soigner beaucoup d'hommes, qu'on utilise autant la musique pour soigner les malades que pour soigner les soignants, et que derrière, ces musiques sont phénoménalement écoutées, nos musiques humaines sont phénoménalement écoutées par les animaux. Mais tous, que ce soit les oiseaux, les vaches, les éléphants d'Afrique, le chien, le chat, la perruche, tous ils s'arrêtent et ils viennent voir et ils bougent pas et ils n'emmerdent pas le musicien parce qu'ils sont très très attentifs et respectueux du musicien. Tous, même la vache, elle met son gros museau à 3 cm de l'accordéon, mais surtout elle ne touche pas. Mais elle veut être au plus près. Donc c'est un article aussi absolument sidérant parce que ça montre que la musique peut aussi découler d'ondes sonores. C'est pas du tout étonnant puisque les rayons X, ça marche. La chromothérapie, on y viendra un de ces jours, c'est la musique par les couleurs, et ça c'est déjà aussi très avancé. Donc il ne faut pas être très étonné que les ondes sonores, c'est-à-dire 20 à 20 000 Hertz, eh bien, ça soit utilisable en médecine. Donc, je suis aussi assez fier. Au début, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Et en fait, au bout de, je sais pas, une quinzaine d'heures de travail, je me suis dit, mais putain, c'est un énorme sujet. Et ça Ouais, doit apparaître. Voilà. ouais, c'est un chapitre incroyable. Écoutez, docteur, on en a terminé. Merci beaucoup pour cet entretien et surtout pour ce tome 3 qui est vraiment aussi fabuleux que les deux premiers. Et puis on attend avec Alors, on se retrouve en impatience 2026 pour le tome 4 alors. 2026 pour le tome 4. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment. À très bientôt. À Au bientôt à revoir. tous. Au Bonne revoir. lecture.